Bonjour à tous. C'était l'une des promesses du candidat Hollande et c'est l'un des chantiers du gouvernement en 2013, la transition énergétique. Objectif, consommer moins, polluer moins et réduire le poids du nucléaire dans la production d'électricité. Il y a 3 ans, nous nous étions intéressés à ces Français qui faisaient le choix d'énergie renouvelable. Chez eux, ils installaient éoliennes, panneaux solaires, pompes à chaleur, géothermie. Non seulement ils espéraient payer moins, mais aussi gagner de l'argent en revendant de l'électricité à EDF. Mais il leur a fallu compter avec certaines déconvenues. C'est en toute confiance que Michel Mériguet achète une éolienne. À l'époque, dans l'Hérault, il fait figure de pionnier. Et puis un jour, alors qu'il est avec son fils dans le jardin, l'engin se met à vibrer de façon inquiétante. Flave, un grand bruit, plouf, 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 et c'est parti en arrière, nous on se demandait ce qu'il arrivait, et t'avais ce planté là, flaf, ici là. Alors aujourd'hui, ces installations sont-elles plus fiables et l'engouement pour ces énergies renouvelables est-il toujours au rendez-vous? C'est la suite de notre reportage et c'est Anne Lauvergeon, ancienne patronne du nucléaire français et membre du comité de pilotage de cette transition énergétique qui sera notre invitée. Qui n'a jamais rêvé un jour de voir l'argent tomber du ciel? Faire avec la météo un peu de liquide, sonnant et trébuchant. Pour Michel Sénégas, la fiction est devenue réalité. Dans sa boîte aux lettres, un courrier que tout le monde aimerait recevoir vient d'arriver. Un chèque de la part d'EDF. C'est le règlement donc, de ma production de cette année, sur l'exercice 2011-2012. C'est 2297,95 € dans ma poche. Ça permettra de compenser les faibles retraites. Un bonus qu'il a gagné grâce à des panneaux solaires posés sur son toit. Avec son installation, Michel produit de l'électricité qu'il revend à EDF, 58 centimes du kilowattheure. Du coup, quand il fait beau, les euros pleuvent. Des journées au mois d'août, on est à pratiquement 20 kW sur la journée. Ça fait plus de 11,60 €, 12 €, quoi, 11 à 12 €. Ce jour-là, il fait gris, mais son compteur tourne quand même, et ça fait 3 ans que ça dure. Lors de notre premier reportage, Michel avait pourtant hésité avant de se lancer. Nous l'avions suivi lors de son premier rendez-vous avec un installateur. Ce qui a convaincu le propriétaire des lieux de se lancer dans l'aventure, c'est d'abord l'orientation de sa toiture. On est orienté plein sud à 5 degrés vers l'ouest. On est quasiment à 5 degrés près, on est dans les conditions optimales. On est sur une Mais l'installateur a surtout apporté le devis. De 8 000 €, ce qui fait 19 000 moins 8 à 11 000 €. 11 000 €, une somme qui sera amortie en 5 ou 6 ans si l'installation est bien faite. Mais sur ce point, Michel a été invité par son banquier à la plus grande prudence. Mon conseiller m'a dit, faites attention, il y a à boire et à manger, comme on dit, dans la profession. Mais bon, il faut bien se lancer à un moment donné. Il faut faire confiance. Voilà. Cette confiance a payé. Grâce à la revente de son électricité, un tiers de son investissement a déjà été remboursé. C'est quand même un investissement non négligeable au départ, mais aujourd'hui je ne regrette pas parce qu'effectivement, j'ai peut-être eu la chance de tomber sur une entreprise sérieuse qui m'a fait du très bon travail. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien. Le retraité avait fait appel au service de Bruno Broncard. Il y a 3 ans, l'entrepreneur nous avait montré des installations réalisées selon lui en dépit du bon sens, comme ces panneaux posés à l'ombre d'une cheminée. On a un découpage de 8 capteurs sur la droite, un capteur derrière la cheminée et 5 autres capteurs de l'autre côté. C'est un petit patchwork. Donc esthétiquement, c'est pas joli. À l'époque, les énergies vertes avaient le vent en poupe et attiraient les entrepreneurs qui pensaient avoir trouvé le bon filon. On est 450 entreprises dans le Languedoc-Roussillon.
Vous avez vu de drôles de reconversions? La plus drôle qu'on ait vue, c'est un pizzaiolo qui s'est reconverti dans le photovoltaïque. 3 ans plus tard, il est beaucoup plus seul sur ce marché. La majorité de ses concurrents ont mis la clé sous la porte. Lui a survécu, mais dans la douleur. Les camions de son entreprise ne quittent plus souvent le parking de son pavillon. Sur 17 salariés, Bruno n'en a conservé que 6. C'était assez dur aussi de se séparer du personnel, de voir que ces véhicules, bon, tournent pas, ils s'abîment, ils sont là pour rien, quoi. C'est dommage, totalement. C'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien, c'est pas nous qui avons choisi. Voilà. Le secteur a traversé la crise la plus grave de sa jeune histoire. Fin 2010, les crédits d'impôt et les tarifs de rachat de l'électricité solaire par EDF n'ont cessé de baisser. Et beaucoup de particuliers ont été découragés d'investir. Ah, c'est dans la compta. Aïe, 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 ça j'adore. Ça va, j'ai tous les tickets de carte bleue. Aujourd'hui, le carnet de commandes de Bruno et de sa femme est beaucoup moins épais. J'ai moins de factures à classer, du fait qu'on a moins d'achats, donc voilà, moins d'activités, moins de ventes. Moins de personnel. Voilà, moins de personnel. À préparer les payes, ça prend 2 fois moins de temps que l'année dernière, ça c'est sûr. On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires en claquement de doigts comme ça. Comment une entreprise, comment les entreprises peuvent s'en sortir? C'est pas possible. C'est pour ça qu'à ce jour, on n'est pas les derniers des Mohicans, mais presque. Toutes les entreprises qui avaient notre taille ont jeté l'éponge. Il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé un plan pour relancer la filière. Les tarifs de rachat par EDF devraient être relevés jusqu'à 15%. Des mesures très attendues car en 3 ans, les 3/4 des installateurs ont disparu, avec souvent de lourdes conséquences pour leurs clients. Après 800 mètres, prenez la sortie. Nous nous rendons dans un petit hameau du centre de la France. L'endroit est reculé, l'hiver rigoureux. Depuis 7 ans, c'est là qu'habite la famille Sabatier, Cathy, Richard et leurs 2 enfants. Fatigués de vivre avec les coupures d'électricité dues aux intempéries, ils avaient un beau projet. Coupler des panneaux solaires à une éolienne pour se passer du réseau EDF en cas de coup dur. On devait être autonome. En cas de grosse coupure, on devait avoir au maximum 2 jours d'autonomie en ayant une consommation modérée. Et c'est pas le cas, du tout. Car en dépit des apparences, le chantier commencé il y a 9 mois est loin d'être terminé. Il suffit d'aller dans la grange pour s'en rendre compte. Au printemps dernier, l'entreprise était censée tout terminer. Les techniciens interviennent jusqu'à 2 heures du matin pour raccorder l'éolienne à cette armoire électrique. Pourtant, après leur départ, Richard a une mauvaise surprise. Déjà le voyant d'alarme qui est allumé, qui a un problème sur les batteries. Et ensuite, on peut voir là tous les câbles qui se sont dénudés, débranchés. Là, on en a 2 qui sont jumelés ensemble avec un bout de Chatterton. Et une batterie qui a coulé, on voit tout le liquide qui est au fond de l'armoire électrique. C'est ni fait ni à faire, et puis bon, c'est dangereux. Il peut y avoir un début d'incendie, il peut y avoir un court-jus. Quant aux panneaux solaires, ils sont bien sur le toit, mais il manque une pièce essentielle. Ça, c'est l'onduleur pour les panneaux photovoltaïques. Et donc sans cette pièce-là, ça peut pas... Sans cette pièce-là, on ne peut pas la raccorder sur les compteurs de production et de consommation d'EDF. On ne peut pas produire d'électricité. Sans stocker. Donc ils vous l'ont déposé, mais ils ne l'ont jamais branché. Voilà, ils l'ont déposé la veille où c'est qu'ils nous ont installé l'éolienne, et soi-disant qu'il y avait une équipe qui devait intervenir pour faire l'installation, mais on n'a jamais revu l'équipe en question. Personne n'est jamais venu. L'installation est incomplète, mais Richard s'est engagé à payer la totalité de la facture grâce à un crédit à la consommation de 34 000 €, auxquels s'ajouteront 19 000 d'intérêts. C'est bon. J'en mets un peu partout. L'emprunt court sur 15 ans et la famille commencera à rembourser en avril prochain. 300 € par tous les mois, oui. Tant qu'on ne produit pas, c'est vrai que ça va être très très compliqué. Vous avez déjà prévu votre budget, ça va être juste? Oui, ça va être très juste, oui. Je pense qu'il n'y aura plus trop de vacances. On va être obligé de couper d'un certain budget, ça c'est sûr. Richard a bien tenté de joindre l'entreprise d'installation des dizaines de fois.
Au début, on le faisait patienter au standard, mais désormais, plus personne ne lui répond. Son nom, Solelux. Nous nous sommes rendus en Seine-et-Marne, au siège social de l'entreprise. Les pancartes sont encore là, mais nous allons trouver porte close. La société a fait faillite et a été liquidée le 15 juin dernier. Nous avons recensé une trentaine de clients qui attendent la fin de leurs travaux. Les dirigeants de Solelux ont-ils accepté ces chantiers sans avoir la certitude de pouvoir les terminer? Pascal était commercial chez Solelux. Actuellement en formation, il a accepté de répondre à nos questions sous couvert d'anonymat. Selon lui, les derniers mois d'activité chez Solelux ont ressemblé à une fuite en avant. Je pense que ce dirigeant-là, il a voulu grossir très rapidement, de faire grossir la société très rapidement, puisqu'il y avait des très bons résultats au début, parce que c'était vraiment l'époque phare des énergies renouvelables, où il y avait des crédits d'impôt, des très gros crédits d'impôt, des tarifs de rachat qui étaient énormes, et ça s'est tassé de plus en plus. Donc du coup, effectivement, pour garder le même chiffre d'affaires, on va dire, un petit équivalent, on pensait vraiment c'était faire du bon de commande et rentrer du cash. Il y avait quand même beaucoup de clients qui n'étaient pas livrés, en temps, ouais, ou certaines pièces manquaient. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de gens. Est-ce que c'était un système organisé? Ah oui, c'était un système qui était organisé. Il fallait faire signer les clients en déblocage des fonds le plus rapidement possible, tout simplement. Même pas livré, mais on faisait quand même signer les déblocages. Et pendant les derniers mois d'activité, Pascal a fait signer des contrats avec de sérieux doutes sur la capacité de Solelux à livrer les clients. On avait beau remonter les informations, comme quoi ils avaient des problèmes d'onduleurs, des problèmes de livraison, tout remonter effectivement, mais après c'était pas géré quoi. Aujourd'hui, Pascal a un peu mauvaise conscience à cause des conséquences de cette course au chiffre d'affaires qu'il décrit. Nous avons contacté le gérant de Solelux. Il a refusé de nous rencontrer. Par écrit, il nous a précisé avoir tout fait pour sauver son entreprise face à une chute brutale de ses commandes. Par téléphone, il dit être à la recherche d'une solution pour tous ses clients. Aujourd'hui, je me sens engagé moralement par rapport à toutes ces personnes. Et c'est la réalité, puisque je dépanne chaque jour plusieurs clients. Mais comment vous allez pouvoir les dépanner si vous n'avez plus l'entreprise pour le faire? Je paye moi-même de mon argent qui me reste. Je paye moi-même la finition des chantiers. Donc tous les chantiers seront terminés, vous vous y engagez? À partir du moment où ces clients se manifesteront, oui, je m'y engage. À notre connaissance, le gérant de Solelux a bien financé la fin des travaux chez 5 de ses clients. Les 25 restants attendent toujours. Près de Montauban, Catherine par exemple. Son installation ne fonctionne pas. Solelux n'a raccordé ni ses panneaux solaires ni son éolienne, mais a bien encaissé son argent. On a versé 22 000 € en 3 fois pour rien. Alors avec un ami, elle a décidé de créer une association. Ensemble, ils ont regroupé pendant plusieurs semaines les doléances d'une vingtaine de particuliers. Et aujourd'hui, ils se rendent au tribunal pour porter plainte contre Solelux pour escroquerie et abus de confiance. Donc vous avez les dépôts de plainte des victimes, la requête que nous, au niveau de notre association, on produit auprès du procureur, les différents dossiers des victimes. Au-delà de son cas personnel, Catherine espère que sa plainte attirera l'attention des pouvoirs publics sur un secteur où se côtoierait le pire comme le meilleur. Ça va permettre de faire le ménage et peut-être d'avoir que l'État ait un regard sur ces sociétés qui s'ouvrent et qui ne sont pas capables de faire cette prestation, qui ne sont pas du tout, n'ont pas les compétences pour faire cette prestation, en fin de compte, c'est ça. Donc je pense qu'il faut redonner une bonne image à l'éolien et au solaire et faire comprendre aux gens qu'il faut mieux faire appel à des artisans, à des gens qui ont la compétence. Sur la base de leur plainte, le procureur de la République de Montauban vient d'ouvrir une enquête préliminaire. En attendant ses conclusions, une certitude. Ces faillites d'entreprise ont fait du suivi des installations éoliennes et photovoltaïques un enjeu majeur. Dans certains cas, il est même vital.
Près de Limoges, monsieur et madame Delia ont fait construire il y a 5 ans la maison de leurs rêves. 200 mètres carrés, tout confort, et pourtant à 70 ans, ils sont contraints de camper dans leur salon. Je le vis très mal parce que j'étais habituée à avoir une grande maison et je fais du camping. C'est fatigant? Ben, c'est pénible, oui. C'est pénible. On cherche toujours nos affaires, on ne sait pas où c'est. Il faut toujours courir après. Et puis on ne peut pas dire que ce soit bien agréable, quoi. Et ça fait combien de temps que ça dure, Eh bien, ça fait plus de 6 mois. Depuis le 9 juillet, donc c'est trop. Trop maintenant. Ça suffit. Le 9 juillet dernier, vers 13 h, un incendie se déclare sur le toit de leur pavillon. Plus précisément, au niveau de leurs panneaux solaires. Il n'y a pas le doute, hein. On voit bien que le feu prend directement au niveau du toit. C'est allé vite? Ah oui, très vite. En 10 minutes, le dégât était fait. Le toit s'effondre et la moitié de la maison est détruite. Les pompiers arrivent trop tard. Monsieur Delia, qui a tenté d'éteindre lui-même l'incendie, est victime d'un infarctus. Plusieurs mois après, le traumatisme demeure. Mais c'est douloureux toujours? C'est douloureux parce que j'y repense même la nuit, je fais des cauchemars et sitôt que j'entends un bruit bizarre, je sursaute, c'est pas normal. Je crois que la vache a bougé. La moitié de leur maison est condamnée. Leur assurance doit déterminer le responsable du sinistre. Mais les Delia, eux, sont convaincus. Les panneaux solaires auraient surchauffé. Les fissures, c'est pas bon du tout, ça. Il faut vraiment que tout soit rasé. D'autant que 10 jours plus tard, un fait divers identique s'est produit à quelques kilomètres de chez eux. Jean-Luc Vareillot avait lui aussi posé des panneaux solaires sur sa toiture. Le 17 juillet, vers 15 h, c'est toute la maison qui est partie en fumée. Là, ici, c'était le garage, ce qu'il en reste. Donc on avait dedans, on avait 2 motos. Ici, il y avait la salle à manger. Il y avait un canapé qui était ici. Les tables, la télé ici. Alors là, c'était notre chambre. Alors, avec tous nos habits. Il n'y a plus rien. Parmi les décombres, Jean-Luc pense avoir trouvé le responsable. C'est l'encadrement des panneaux photovoltaïques. Donc il y avait 15 panneaux de cette dimension-là. Et à chaque panneau sera accordé un petit boîtier. Vous voyez, c'est ça. C'est voilà. Ça qui aurait transmis le feu. Voilà. Cette pièce calcinée est un boîtier de jonction. Il sert à connecter électriquement les panneaux entre eux. Serait-ce le point commun entre l'incendie qui a ravagé leur maison et celui qui a touché celle des Delia? Sur les toits des 2 couples, les mêmes panneaux solaires ont été installés. La marque est néerlandaise. Son nom, Schoten. Ça va? Ça va pas trop fort, hein? En février 2012, 5 mois avant les 2 incendies, l'industriel a envoyé ce mail aux entreprises qui ont installé ces panneaux. Schoten reconnaît une probabilité de défaut sur ces boîtiers fabriqués entre septembre 2009 et juillet 2010 par un de ses fournisseurs. Problème, Schoten fait faillite 1 mois plus tard. Pourquoi nos couples de sinistrés n'ont-ils pas été informés de ce risque par leurs installateurs? Et pourquoi ces derniers n'ont-ils pas effectué les visites d'inspection préconisées par Schoten? Seule réponse, ils nous affirment n'avoir jamais reçu ce mail du fabricant. C'est aux premiers incendies que les installateurs ont commencé à s'inquiéter. Et nous, on n'avait pas du tout été informés, mais ça s'appelle pas du tout, on n'a rien eu. On a eu un courrier, parce qu'à un moment après, il n'y a plus personne pour communiquer avec eux. Et quand même, on a fait 150 chantiers, on n'était même pas informés. Donc c'est un peu triste, voilà. Alors nous, ici, à l'entreprise, on ne savait pas, mais quand on a eu le moindre sinistre, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on a dit, il faut prévenir tout le monde. Mais qu'en est-il des particuliers dont les panneaux solaires ont été installés par d'autres entreprises qui ont pu faire faillite? Ce qui est super important, c'est tous les gens où l'entreprise déjà n'existe plus
ils ont du chetaine sur leur toit, et ils sont au courant de rien du tout. Les gens, en principe, avant d'avoir du photovoltaïque, ils vont sur Internet se renseigner, et une fois qu'ils ont ça chez eux, ils vont passer sur Internet voir s'il y a des problèmes. Il y a des maisons qui vont brûler, ça fait peur, franchement. Cet installateur a prévenu ses clients, mais pas question pour lui de changer à ses frais les boîtiers potentiellement à risque. Selon nos informations, 5000 maisons en France en seraient encore équipées. Le repreneur de chetaine décline toute responsabilité mais propose des visites de contrôle pour les clients qui en feraient la demande. Quant aux victimes des incendies, elles n'en sont qu'au début d'une longue série d'expertises. Au milieu de la campagne normande, nous avons rendez-vous avec un particulier qui a préféré miser sur le vent plutôt que sur le soleil. Il s'appelle Edvard. Il y a 3 ans, une éolienne a poussé dans son jardin. Avant d'investir, il avait pris le temps de bien réfléchir. Donc la maison est face à nous, orientée plein sud. L'éolienne légèrement à l'ouest par rapport à elle. On a un bon dégagement à l'ouest qui permet de bénéficier des vents les plus dominants. Lors de notre premier reportage, Edvard l'affirmait haut et fort. Il n'avait pas acheté du vent. Il y a quelques mois, il a réalisé un rêve d'enfant, produire son propre courant grâce à une éolienne. L'ombre de l'éolienne dans les sapins, ça c'est vraiment sympa. Bon là, j'en avais une petite perception et il y a quelques belles images comme ça parfois. Ça vibre un petit peu. Un investissement conséquent, 33 000 € qu'Edvard amortit jour après jour. Dans sa maison, l'éolienne lui fournit plus de la moitié de son électricité. Chauffage, frigo, et quand ça souffle fort comme aujourd'hui, pas question de gâcher le surplus d'énergie. Alors par grand vent, je profite de faire des lessives, ce qui me permet d'optimiser au mieux la production, ce qui réduit d'autant ma facture EDF. Voilà. Depuis, Edvard a refait ses calculs et le compte n'y est pas. Ce jour-là, comme bien souvent, son éolienne tourne. Mais la vitesse du vent est trop faible pour produire de l'électricité. Voilà pourquoi l'enthousiasme du Normand est retombé comme un soufflet. J'imaginais m'approcher beaucoup plus de l'indépendance énergétique, entre guillemets. On en est loin, il faut être honnête. Je suis au tiers de l'indépendance, on va formuler ça comme ça. Faute de pouvoir se chauffer grâce à l'électricité de son éolienne qui produit 2 fois moins que prévu, Edvard a installé un insert à bois. À la signature du contrat, un détail lui avait échappé. L'installateur lui avait présenté des prévisions de production basées sur une vitesse de vent constante de 5 mètres par seconde. Or, dans la réalité, les rafales sont plus aléatoires. Une moyenne qui paraît petite comme ça, mais qui est en fait énorme quand on prend bien conscience que c'est une moyenne 24 heures sur 24. Et ça, je ne l'avais pas complètement intégré dans ma réflexion. Je pensais que cette moyenne-là était plus facile à obtenir dans notre région et sur mon site en particulier. Alors les entreprises d'installation sont-elles toujours honnêtes sur la rentabilité des équipements qu'elles vendent? Pour le vérifier, nous avons imaginé un test. Et nous avons choisi un terrain et un complice, Jocelyn Quintana. Cela fait 30 ans que cet expert indépendant construit et installe ses propres éoliennes. Jocelyn a choisi un terrain où l'implantation d'une telle machine lui semble très hasardeuse. Ici, vous êtes sur un site qui n'est pas très bon, puisque vous avez dans les vents dominants une barrière d'arbres assez important qui mesure au moins dans les 25 à 30 mètres de haut. Et les vents dominants sont là. Et côté nord-nord-est, vous avez donc les 2 habitations qui se trouvent juste là, derrière nous.
On a des problèmes de turbulence, donc personnellement je ne le ferai pas. C'est investir de l'argent à fond perdu. Avec lui, nous allons nous faire passer pour des clients. Un premier commercial se présente à notre rendez-vous. Très vite, même conclusion que notre expert. Donc après il y avait un petit barrière créé par ces grands arbres. Et comme notre expert, il nous dissuade d'investir dans une éolienne. C'est un petit obstacle. Mais une heure plus tard, un second commercial se présente. Il travaille pour l'un des leaders du marché. Lui ne voit aucun problème. Effectivement, idéalement, c'est vrai de ne pas avoir d'obstacle, mais si on ne met pas une éolienne ici, on n'en mettra jamais nulle part. Le tour de la propriété est vite expédié. Pour nous convaincre d'acheter, il nous présente sur son ordinateur une étude des vents qui souffle sur notre terrain. Ça, c'est vos vents dominants, donc ça c'est votre hausse des vents. Donc là, on voit bien que vous avez des vents dominants donc, qui sont sud-ouest, d'accord. Et ça, c'est votre vitesse de vent. C'est combien? 5,6 mètres secondes. En adaptant ce résultat à la hauteur de notre mât, 12 mètres, il nous annonce des chiffres de rentabilité plutôt encourageants. Disons que globalement, vous pouvez espérer produire entre 3000 et 3500 kWh donc dans l'année. D'accord. Voilà, en 9 ans, votre machine est amortie. 9 ans, d'accord. Depuis notre tournage, notre expert a refait les calculs du commercial. Il est formel, la production de l'éolienne serait 3 fois moins importante et la rentabilité plus aléatoire qu'annoncée. Nous avons voulu savoir comment les vendeurs de cette entreprise s'y prennent pour réaliser leurs estimations. Luc est un des techniciens de la même société. Il se dit écœuré par certaines pratiques commerciales en vigueur dans son entreprise. Pour décrocher des contrats, Luc et ses collègues utilisent un logiciel auquel il a donné un surnom. Si le client est un peu plus méfiant, nous allons donc sortir la grosse Bertha. Le logiciel, on peut intervenir sur un tas de paramètres. Et notamment, le paramètre essentiel, c'est le paramètre de la hauteur. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Un projet petit éolien sera d'un maximum 12 mètres de hauteur. Premier problème, 12 mètres de hauteur pour une éolienne, ce n'est pas prévu dans le logiciel. Comment se fier alors à une vitesse de 5,6 mètres par seconde, calculée pour un mât haut de 20 mètres? Et certains vendeurs n'hésiteraient pas à aller beaucoup plus haut. Nous allons tout simplement venir sélectionner ici une hauteur d'étude plus importante. Et vous avez pu constater, comme moi, que nous avons gagné, je crois, 2 mètres secondes, ce qui permet de multiplier le productible quasiment par 4. Donc la personne croit qu'en fait c'est pour son éolienne qui sera installée alors que pas le client est convaincu que sur son site, d'ailleurs dans certains cas de figure nous pouvons même apercevoir la maison du client, le client est convaincu que cette vitesse de vent annualisée va vraiment correspondre à ce qu'il va se passer chez lui. Et là, c'est sûr, le client, il signe. Donc d'un projet qui était censé être rentable, il ne l'est plus du tout. Plus du tout. Si on reste honnête avec les chiffres, la rentabilisation du projet dépasse le siècle. Nous avons contacté le directeur de cette entreprise. Il condamne ces méthodes de vente qui, pour lui, ne pourraient être le fait que d'une minorité de commerciaux. Mais dans le secteur de l'éolien, nous allons faire une dernière découverte encore plus étonnante. Sur les toits ces derniers mois, de petites hélices ont fleuri un peu partout. Des éoliennes dites de pignon que cet ingénieur considère comme une arnaque. Charles Touron est membre du CEPEN, un centre de recherche qui teste les performances des éoliennes. À peine plus gros que des ventilateurs, ces modèles coûtent pourtant très cher, 10 000 € environ. Charles va nous amener chez un particulier qui s'est laissé tenter par ce drôle d'engin. Bonjour. Hélène Galland voulait faire un geste pour l'environnement. Depuis 1 an, sa machine tourne mais produit très peu d'électricité. Donc voici cette fameuse machine. Et il n'y a absolument aucune chance que cela s'améliore d'après l'ingénieur. Une maison, ça fait comme une falaise. Le vent va taper dessus. Le vent qui va aller sur le toit, il sera complètement turbulent. Et donc la machine se trouve dans un nuage turbulent.
Et donc, dans un nuage turbulent, on ne produit pas. Donc, il faut un vent bien laminaire, bien propre. C'est pour ça qu'il faut s'élever. C'est-à-dire qu'ici, pour que ça marche, il faudrait que la machine soit au moins une dizaine de mètres au-dessus le fêtage. Oui. 10 mètres au-dessus. Il faut aucun obstacle. Aucun obstacle. C'est-à-dire que là, il faudrait au moins 2 fois la hauteur de la maison. C'est pour ça qu'en milieu urbain ou ici périurbain, bah, c'est pas conseillé du tout. Sans compter que c'est des machines après, sans compter les facteurs bruit, etc., pour derrière. Cette installation n'a selon lui aucune chance d'être rentable. C'est une petite machine donc qui produit pas assez pour que ce soit sensible sur votre consommation propre de maison. On a économisé 10 € alors que ce qui était prévu, c'était 650 l'année. Voilà l'année. Donc c'est ça la catastrophe, c'est ça quoi. Voilà l'exemple. Et avec les 10 €, c'est pas avec ça que vous allez rembourser le prix de la machine. Tout à fait. Voilà. Hélène, vous avez prévenu ce genre de choses? Non. Vos vendeurs, ils vous ont parlé de tout ça? Mais non. Mais non, ils nous ont pas parlé de tout ça. Ils nous ont parlé que des points positifs. Enfin, des points positifs, des faux points positifs en fait, parce que vu que c'est pas vrai, non. Vous avez dit il n'y a pas de problème avec le vent ici. Ben oui. Et comme c'est vrai qu'il y a du vent, voilà, on les a crus. D'accord. On est dans le cas typique de machine qui ne produira jamais, quoi. Hein. Donc voilà, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On l'a fait. Voilà. Hélène n'est pas la seule à avoir investi dans une éolienne de pignon. Dans son quartier, 6 familles en ont acheté. Hélène et ses voisins tentent justement de s'organiser pour faire pression sur leur installateur. Ce dernier a depuis multiplié les offres commerciales. Ils veulent me mettre carrément le Black 600. Non, moi, ils veulent me mettre le photovoltaïque. Ah ouais. Tandis que moi, non, ils veulent juste réparer, c'est tout. Mais ils refusent catégoriquement d'enlever les éoliennes et surtout de leur rembourser les 10 000 €. Au téléphone, ils se montrent même plutôt expéditifs. Nous, on est prêts à vous aider. Si vous voulez pas qu'on vous aide, qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, c'est vos problèmes, je peux rien faire pour vous. Sur ce, j'ai plus rien à vous dire. La prochaine fois que vous avez besoin de quelque chose, il y en a un qui m'appelle ou il y en a l'autre qui m'appelle, mais vous ne me battez pas en même temps parce que je ne supporte pas ça. Voilà. À court de solutions, Hélène et ses voisins se sont tournés vers la direction de la répression des fraudes. Une enquête vient d'être ouverte. Panneaux solaires, éoliennes, géothermie. Aujourd'hui, 13% de l'électricité en France est produite grâce aux énergies renouvelables. Chez les particuliers, elles doivent encore faire leurs preuves, ou l'engouement qu'elles suscitent pourrait vite retomber. Anne Lauvergeon, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais avant la diffusion de ce reportage, vous êtes connue, notamment, vous avez été surnommée par la presse anglo-saxonne Atomic Anne, la grande patronne du nucléaire français. Vous avez quitté la direction d'Areva en juillet 2011. Aujourd'hui, vous êtes copilote d'un comité d'experts pour la transition énergétique. Alors, on reviendra sur le nucléaire après, mais quand on voit ce reportage, ma première question c'est, est-ce que les énergies renouvelables, c'est du gadget ? Gadget, non, mais on voit bien qu'effectivement, il y a des gens qui ont rêvé ou qui rêvent et qui sont, je dirais, les victimes de gens qui en profitent. Donc je crois que c'est très utile. Oui, votre film est très intéressant et très utile parce que je crois qu'effectivement c'est une bonne façon d'alerter ceux qui partiraient un petit peu naïvement en se disant formidable, je vais devenir autosuffisant en énergie et puis je vais revendre une partie de cette énergie à l'extérieur, ça va me faire une rente, etc. Ça c'est pas crédible. À l'heure actuelle, il faut aussi concevoir que il y a l'investissement qui est très significatif, et puis après il y a du fonctionnement, il y a de la maintenance, comme le disait un monsieur, effectivement qui n'avait pas vu qu'il fallait maintenir, et puis il y a des aléas. Bon, ça n'empêche pas que ça n'est pas un gadget et qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai avenir à cette énergie décentralisée. François Hollande a promis de réduire de 75 à 50% le poids du nucléaire dans la production d'électricité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Passer de 75 à 50%, il y a deux façons d'y arriver. Il y a une première façon qui est de fermer un certain nombre de réacteurs avant leur fin de vie, et puis il y a une autre façon qui est de faire plus de renouvelables et d'exporter plus d'électricité en Europe, ce qui est déjà une de nos forces. Ma question c'était, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette décision ? Parce qu'on peut se dire aussi que ça jette une forme de discrédit sur le nucléaire, alors que c'est une industrie dans laquelle nous sommes numéro 1 mondial.
numéro 1 mondial. Et que vous avez porté pendant plus de 10 ans. C'est une filière d'excellence. Et bien évidemment, ce que nous faisons en France est regardé à cette aune par le reste du monde. Mais et ça va être très intéressant. Vous me répondez pas. Moi, je pense que nous avons une base installée qui est une très grande force, qui nous permet effectivement d'avoir l'électricité la moins chère d'Europe, et que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation qui nous permet facilement de nous passer de cet avantage. Pour les entreprises françaises, le fait de pouvoir avoir accès à une électricité pas chère est un élément de compétitivité très important. Et puis pour les ménages, la facture électrique, c'est un élément très, très fort. Donc vous n'êtes pas favorable au démantèlement des centrales nucléaires? Mais j'y reviens. S'il y a une décision politique, c'est une décision politique. Mais à titre personnel, c'est bien sûr pas ce que je prônerais. Quand on vous dit que vous êtes pro-nucléaire, c'est quelque chose qui vous gêne? Ça ne me gêne pas, mais je ne suis pas pro-nucléaire. Je considère que le nucléaire n'est pas la solution globale. C'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution globale pour la planète. Je pense en particulier aussi que le nucléaire n'est pas fait pour beaucoup de pays qui n'ont ni les niveaux technologiques, ni les niveaux, comment dirais-je, démocratique, de rationalité pour les gérer. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais opposé complètement aux exportations de nucléaire à la Libye de Kadhafi. Alors dans les nouvelles énergies, on a beaucoup parlé des gaz de schiste. Quel est votre point de vue, vous, sur l'exploitation de ces gaz, voire même juste déjà les études qui pourraient être faites sur nos ressources en gaz de schiste en France? Dans les débats que j'ai l'occasion d'avoir dans différents endroits sur l'énergie, j'ai pu constater depuis un an et demi, que le sujet gaz de schiste est infiniment plus émotionnel que le sujet nucléaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est le gaz de schiste. Et d'ailleurs, c'est la question que les gens vous posent tout de suite, c'est « Mais qu'est-ce que vous pensez des gaz de schiste ?» Avec un air de dire « Bon... pour ou contre ?» Je pense que d'abord, le gaz de schiste, en France, il serait astucieux d'aller voir si on en a ou si on n'en a pas, parce que c'est pas la peine de se battre pour rien, hein. Donc je crois qu'il faudrait aller faire, on a le BRGM, on a l'IFP, on a des grands organismes publics qui sont tout à fait capables de faire des évaluations un peu plus précises. Donc vous êtes pour des évaluations? Mais voilà. Et puis sur les méthodes d'utilisation, les méthodes d'exploitation, alors ça je pense qu'effectivement on peut faire mieux que ce qui a été fait aux États-Unis au démarrage, et que ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en Grande-Bretagne doit être regardé. Et bien évidemment, je crois que... Vous allez faire hurler les associations de défense contre l'environnement? Non, je vais vous dire, on ne peut plus développer aucun type d'énergie sans une sorte d'acceptation du public. Eh bien, on ne fera pas de gaz de schiste en France s'il n'y a pas d'acceptation du public. D'où l'intérêt aussi, il n'y a pas de sujet tabou, d'en débattre tous ensemble et de discuter. Je pense qu'il faut dédramatiser. Moi, je ne suis pas pro-gaz de schiste, je ne suis pas anti-gaz de schiste. Je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut regarder de manière cartésienne. Merci beaucoup Anne Lauvergeon d'être venue ici sur ce plateau, nous apporter votre expertise, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête d'envoyé spécial La Suite, dont voici un extrait. Duc a 31 ans. Comme ses amis, il est né après la guerre, mais lui en porte les stigmates dans sa chair. Son histoire est particulière. Il y a 21 ans, Envoyé spécial avait raconté le début de cette histoire. Le sort a frappé durement ses enfants innocents. Duc est né attaché à son frère siamois, Viette. La maladie de Viette avait laissé des lésions cérébrales importantes. Cette différence d'état allait donner lieu à de sérieux débats quand vint le moment de prendre des décisions au sujet de leur éventuelle séparation. Opération Marathon, plus de 17 heures avec du matériel fourni par les Japonais. Il y a une chance sur 5 de réussite. Devant ces images, Duc revit ce qui fut pour lui comme une seconde naissance. Juste après l'opération, je me suis senti libre, du fait même que je n'étais plus attaché à mon frère. Ce fut un bouleversement complet, la liberté, l'autonomie, l'aisance dans la vie de tous les jours. Rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, restez en contact avec nous via notre adresse internet france2.fr et les réseaux sociaux. Bel après-midi sur France 2. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur france2.fr.